L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, parce que c'est important de s'intéresser aussi à ce qui se passe près de chez nous. Bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va se plonger dans l'univers du dessin de presse, s'attaquer au sujet de préoccupation numéro 1 des Français en vacances, et oui, ça pique, et puis découvrir une activité inédite en Isère, une conciergerie successorale. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Olivier Althusser. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes créateur d'une application numérique qui a vocation à nous aider collectivement à lutter contre les moustiques. On verra ça tout à l'heure avec vous. En face de vous, Rémi Daniello et Valérie Imbert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue, vous êtes associés dans une nouvelle activité que vous avez lancée cette année, une conciergerie successorale. C'est la première en Isère et vous nous expliquerez aussi en quoi ça consiste au cours de cette émission. Et puis, j'ai le plaisir d'avoir un collègue à mes côtés, Michel Cambon. Bonjour. Bonjour Thibault. Bon, je dis collègue car vous êtes journaliste, mais contrairement à nous, à Télé Grenoble, ou à beaucoup de membres de cette profession, vous ne produisez pas d'articles ou de reportages, mais des dessins. En effet, oui. C'est votre marque de fabrique, une passion qui remonte à votre jeunesse, on peut le dire ? Oui. En fait, j'ai découvert à la fois la presse et le dessin en même temps. En même temps. Voilà, lorsque j'animais un petit journal de lycée au lycée Champollion. Voilà. C'est comme ça que, à la fois le goût de la presse et le goût du dessin, et donc du goût de dessin de presse est venu, quoi. Bon, une passion qui ne vous a pas quitté. On se forme dans une école de journalisme au dessin de presse ou il faut passer par d'autres filières ? Non, il n'y a pas d'école pour ça. Moi, j'ai fait après le bac, j'ai fait une école des beaux-arts, mais plus pour apprendre la peinture et la lithographie. Et puis, en fait, j'ai commencé à vendre des dessins de presse, enfin des dessins d'humour dans des journaux pour payer mes pinceaux et mes tubes de couleurs, quoi. Voilà. Vous êtes combien aujourd'hui en France ? On se compte dans cette profession un peu particulière ? Oui, on est assez peu. Vous voyez ce que j'allais dire ? C'est moins courant peut-être qu'à une certaine époque ? Oui, à une époque, lorsque la presse écrite était bien florissante, il y avait presque un dessinateur par titre, quoi, donc, voire plusieurs. Là, maintenant, on doit être de journalistes, enfin de dessinateurs encartés, ayant la carte de presse, on doit être à peu près 500 en France, quoi. Alors vous êtes dans ce milieu depuis plusieurs décennies, plus de 30 ans. Oui, voilà. Aïe. Bon, c'était pas pour vous mettre un petit coup au moral, Michel, que je rappelle ça, mais parce que vous m'avez confié quelques-uns de vos premiers dessins dans les années 80 sur le foot notamment, qui vous inspirait à l'époque. Oui. C'était un petit journal qui était aussi édité dans la région de Grenoble, donc, qui m'avait commandé comme ça des petits dessins rigolos. Enfin, c'était pour faire ce qu'on appelle des cabochons, c'est-à-dire pour terminer des pages, quoi. Donc c'était pour lorsqu'il y avait plus on savait plus quoi dire sur un article. On mettait un petit dessin. On mettait un petit dessin, voilà. Ça faisait bouche-trou. C'est comme ça que j'ai appris. C'est un bon début. De bouche-trou, on devient un élément parfois important dans un média, parce que le dessin de presse a du sens, a aussi des adeptes. Hein. Il y a des gens qui ne regardent l'actualité souvent que par ce biais-là, par l'image. Oui, sans doute, oui, je ne sais pas trop. Mais enfin, c'est très facile, un dessin de presse, c'est immédiatement lisible. Enfin, lorsqu'on connaît un petit peu l'actualité, quoi. Si on baigne un peu dedans, on comprend tout de suite un dessin de presse très rapidement, quoi. Donc ça va plus vite pour le lire qu'un long article. C'est le gros avantage du dessinateur. Et puis en plus, c'est parfois très drôle. Dans tous les cas, moi j'essaye d'être rigolo, quoi, donc, à travers mes dessins. Donc voilà. Celui-là, il met en scène l'époque où on
commencer à prendre des photos avec un téléphone Oui, portable. oui, Ça oui, nous paraît loin, mais... Oui, non, mais en plus, quand j'ai retrouvé ce dessin, ça m'a amusé parce que j'étais pour me moquer un petit peu des gens qui avaient des petits téléphones et puis qui essayaient de prendre des paysages mouvementés comme ça. Puis en fait, maintenant, on a des appareils où on peut faire des photos aussi belles qu'avec un vrai appareil photo, quoi. Donc c'est assez amusant de voir cette évolution en une vingtaine d'années, quoi. Alors vous avez collaboré à différents journaux, Oui. De Harakiri au journal de Mickey. J'ai pris un peu les deux extrêmes. J'imagine qu'on ne fait pas les mêmes dessins pour l'un et pour l'autre. Oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Oui. Ben oui, en fait j'avais commencé à prospecter un petit peu partout. Et puis moi j'avais la chance que mon papa soit cheminot, donc je pouvais prendre le train très facilement et à moindre frais. Et donc je suis monté comme ça plusieurs fois à Paris, voir des rédactions. Et j'ai réussi à placer des dessins dans Harakiri, c'est à ce moment-là, quoi. Et puis après, c'est des dessins qui sont un peu... Oui, ça je vous laisse deviner, c'est pas celui du olé, journal de olé. Et Mickey, encore ça, celui-là. c'est un des plus, Un des plus plus soft. soft. Ouais, parce qu'on a aussi des jeunes qui nous disons, regardent. les plus présentables à la télévision. On va aller plonger dans les Voilà. archives d'Harakiri. C'est quoi un bon dessin de presse? Il y a des passages obligés Oui, il faut que ça soit... Donc, comme je disais au début, il faut que ça soit lisible très immédiatement, quoi. Donc, il faut un dessin qui soit clair, qui soit... comment dirais-je qu'on sache qu'on va avoir quelque chose de drôle à regarder. Donc, c'est pour ça qu'on fait des personnages un peu avec des gros nez, avec des choses comme ça. Et puis, il faut que ça soit à la fois... avoir un bon dialogue ou une bonne légende qui fasse rire, ou que le dessin lui-même soit drôle, quoi. Voilà. On vient de voir celui qui explicitait à l'époque le réchauffement climatique. Oui. Alors, ça fait partie Il y a 20 ans, vous aviez déjà senti que les stations fantômes, ça allait devenir ça existe, une oui, réalité. C'était donc ce dessin, il a un peu plus de 20 ans. C'était pour Help Magazine. On commençait à s'inquiéter sur le problème du réchauffement climatique. Donc, 20 ans après, on peut encore utiliser des dessins. Il est d'actualité, celui-là. Voilà, ce qui est somme toute assez tranquille. Vous pourriez le recycler en douce comme ça. Exactement. C'est peut-être Bien, même ce que je vais faire. Bon, maintenant, il a On fera 2 piges comme ça. Voilà, il a un peu brillé là, vu qu'on l'a repassé dans le contexte. Vous avez aussi obtenu un prix, le Press Cartoon Europe, avec ce dessin qui mettait en scène la guerre en Syrie il y a une dizaine d'années. Oui, alors bon, ça c'est un dessin qui est peut-être un peu moins drôle, quoi. Donc, mais en effet, oui, c'était un concours qui était ouvert qui était organisé par une association de journalistes qui couvrent les événements à Bruxelles. À la Commission européenne. Voilà. Enfin, il y avait une espèce de club de la presse européen, de journalistes à Bruxelles, qui organisait un concours pendant plusieurs années. Puis donc je sais pas, j'avais participé comme ça parce que le concours on gagnait une petite statuette d'un dessinateur que j'aime beaucoup. Et donc vous vouliez la statuette? Je voulais la statuette. Mais en plus, non seulement j'ai eu la statuette, mais j'ai eu aussi beaucoup d'argent. Donc j'étais très content, quoi, voilà. Elle vient comment, l'inspiration? On a parfois l'angoisse de la page blanche quand un média vous commande un dessin et puis que l'inspiration ne vient pas. Ça vous arrive? Non. Ça peut arriver que ce soit difficile de trouver une bonne idée, quoi. Donc, selon le sujet. Après, non. Oui. Il n'y a pas vraiment d'angoisse, mais il y a du métier aussi. C'est-à-dire que, au bout de 30 ans, je sais comment faire un dessin, même si j'ai pas d'idée, je peux trouver le moyen d'avoir une petite astuce pour faire quelque chose, quoi. Mais après, c'est surtout c'est de faire tourner un petit peu ce qu'on a dans la tête, là, et puis comme les vaches, on rumine, et puis après, on sort quelque chose, quoi. Bon, puis il y a l'actualité, effectivement, qui est une source d'inspiration. Je disais, vous êtes journaliste comme d'autres, avec d'autres outils. En ce moment, avec ce qui se passe au niveau du gouvernement, c'est du pain béni pour des dessinateurs de presse. Voilà, beaucoup attendu, hein, pour ça. Donc là, c'est bien parce qu'en plus, c'est quelqu'un de nouveau. Enfin, pas si nouveau que ça, mais nouveau à caricaturer. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que moi qu'on dessinait souvent, Michel Barnier. Oui, voilà, qui était souvent, en plus, qui avait des responsabilités plutôt lointaines, quoi, à Bruxelles.
Donc, le fait il faut apprendre à le dessiner. Donc, c'est toujours rigolo, toujours bien d'avoir une nouvelle tête à faire, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si vous l'aurez à faire longtemps, lui, mais... Oui, ça, j'en sais rien, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi, par rapport, par exemple, au précédent Premier ministre, comme il est vieux, il y a un peu plus marqué sur le visage, donc c'est plus facile pour les dessinateurs de le dessiner, quoi. Bon, là, on voit une petite série sur la rentrée scolaire, parce que c'était aussi l'actualité de cette reprise. Alors, j'ai pas celui-là, mais il est très marrant aussi. C'est une petite fille, petit garçon. C'est un dessin que j'ai fait pour une agence de presse qui s'appelle La Passec, qui diffuse mes dessins dans la presse agricole. Donc, c'est plus orienté en général sur l'actualité agricole. Et donc le monsieur qui est barbu et qui a des cheveux jaunes un petit peu, c'est le ministre démissionnaire de l'agriculture. Voilà. Donc, qui attendait de savoir si lui, il va aller sortir au lieu de faire sa rentrée, quoi. Exactement. Il attend toujours, d'ailleurs. Il attend toujours. À l'heure où on enregistre cette émission, il faut être prudent. Donc, il est toujours dans son abribus, là. Voilà. Alors que le petit garçon, lui, il est rentré à l'école depuis quelques jours. Le dessin de presse fait régulièrement polémique. Bon, on a eu les épisodes de Charlie Hebdo il y a certaines années. C'est le rôle aussi d'un dessin de susciter des réactions positives ou négatives ? Oui, mais c'est pas forcément. On cherche pas à se faire assassiner. Hein, se faire harakiri, c'est peut-être le dire. Oui, non. Oui, bien sûr, on essaie de faire réagir, à ce qu'un dessin fasse réagir, quoi. Donc, ou fasse réfléchir, disons. Moi, je préfère amuser et puis essayer de faire réfléchir un petit peu sur une actualité, quoi, plutôt que je ne suis pas vraiment, même si j'ai dessiné pour Harakiri, je ne suis pas vraiment provocateur, donc je ne cherche pas forcément à mais même provoquer, des fois, sans provoquer, on se rend compte qu'un dessin peut être mal perçu. Ça vous est déjà arrivé dans votre carrière de vous retrouver face à une contestation violente sur un niveau de dessin ? Non, parce que, oui et non. En fait, on ne rencontre pas de public, c'est très rare, quoi. Donc, ce qui fait que on est à l'abri des des fois, il y a un pseudo mauvais aussi. coups. Mais un temps, on avait je recevais moi pas directement, mais la rédaction des journaux pour lesquels je travaillais, je pouvais recevoir des courriers de lecteurs un peu indignés par un dessin, quoi. Mais c'était assez rare, quoi. Et puis maintenant, ce genre de choses, les courriers de lecteurs, ça n'existe plus, donc ça passe par les réseaux sociaux. Donc parfois, on a des réflexions sous nos dessins dans les commentaires, quoi. Donc, là, j'en ai un dernier pour la route, celui-là. Vous avez fait aussi en lien avec l'actualité, un fait divers. Oui, voilà. Alors ça, c'est un dessin qui est paru dans Marianne, dans l'hebdomadaire Marianne, la semaine dernière. Voilà. Voilà, ça c'est un dessin par exemple qui est un peu caustique. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il y avait eu 7 morts, je crois, même dans ce Voilà. Enfin oui, c'est toujours des morts. Enfin, bon. Oui, c'était des milliardaires. Mais oui, c'est pas parce que c'est des milliardaires, qu'il faut pas pleurer, bien sûr. Mais c'est ça, le dessin, c'est aussi de faire des choses un petit peu caustiques, et puis comme vous avez montré le dessin précédent, des choses un peu plus drôles, un peu plus amusantes, quoi. Un peu plus malicieuses. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'on a autant de liberté qu'avant pour proposer des dessins et les voir publiés dans votre activité ? Oui, moi j'ai pas trop à me plaindre. Donc, là, Marianne, ils n'ont pas hésité, ils ne sont pas dit les familles des milliardaires, ils vont nous tomber dessus. Non. Peut-être qu'ils ne sont pas abonnés, donc ils ne s'apercevront pas. On n'a pas non plus une aussi grande influence qu'on peut imaginer. Hein. Les dessinateurs, les dessins sont vus que par nos lecteurs. Donc, même si parfois ils sont diffusés sur les réseaux sociaux, mais en général, ça reste. La diffusion est assez limitée au lectorat, quoi. Vous avez comptabilisé le nombre de dessins que vous avez pu faire dans votre carrière, Michel ? Oui, j'en ai fait à peu près 20 000, quoi. Un peu plus de 20 000, quoi. Donc, oui, ça commence à faire, quoi. Vous avez tous gardé chez vous ? Pas tous, parce que j'en ai donné à la bibliothèque municipale de Grenoble. Donc un petit millier, surtout des dessins que j'ai faits pour les affiches, des dessins sur Grenoble, sur Grenoble et le Dauphiné, quoi. Un peu plus locaux, quoi. Et puis après, les autres, pour l'instant, ils restent à la maison, quoi. Donc, on en a quelques-uns. Dans des cartons. On en a quelques-uns, exhumé quelques-uns sur ce plateau. Vous parlez de ce don à la bibliothèque de Grenoble. Ça a permis justement à la bibliothèque
réaliser une exposition autour de vos Ouais, dessins, voilà. mais pas que, hein, un peu plus Oui, largement non, non. sur l'histoire du dessin. Voilà, du dessin de presse. c'est plus c'est une exposition qui est plus sur le métier de dessinateur de presse. Donc autour du don que j'ai fait, il y a à peu près un tiers de l'exposition que ce sont mes dessins, et puis le reste sont des documents, parce que en fait la bibliothèque est très riche on ne sait pas trop quoi, mais la bibliothèque de Grenoble, la bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble, qui est sur Face du pâté Chavant. Voilà, exactement, pour situer. Donc, est une très riche collection de presse, à la fois des journaux du 19e siècle, même il y a aussi la presse du 18e siècle, des tout débuts, quoi. Donc, il y a vraiment un fonds de documents qui est très, très riche. Et donc, à partir de ça, ils ont monté une exposition autour du dessin dans la presse, quoi. Donc des premières gravures jusqu'aux dessins contemporains, notamment les miens, et puis ceux de titres qui sont encore qu'on peut avoir acheté en kiosque. On voit une couverture de l'Express, par exemple, dans voilà, exactement, ces images de l'expo. C'est à voir jusqu'à la fin du mois, donc profitez-en. Voilà, Bibliothèque centrale. Jusqu'au 28 septembre. Voilà. Jusqu'au 28 septembre, c'est gratuit et on peut se plonger dans cet univers. En plus, avec un week-end, lors des journées du patrimoine, des ouvertures spéciales. Il y aura le dimanche et c'est ouvert, donc on peut aller visiter l'exposition à ce moment-là, quoi. Et tout le bâtiment qui est aussi un beau bâtiment, quoi. Voilà. Merci Michel. Je vois sur votre pins, là, c'est la vache que vous aviez dessinée. Il y avait eu un album ou 2 albums de BD chez Glénat il y a quelques années. Est-ce que vous avez dessiné des moustiques aussi dans votre carrière? Pas encore, mais enfin si, j'ai des moustiques, oui, pardon. Même des moustiques tigres aussi. Donc. Donc si l'inspiration vous vient pendant la suite de l'émission, n'hésitez pas, puisqu'effectivement, on va se pencher sur ce petit insecte qui embête plus d'une personne. Avec Olivier Althusser, créateur d'une application numérique qui s'appelle Zap. Alors, il y a combien de Z à Zap dans votre application? 3 Z 3 et 2 P. Et 2 P, voilà, comme ça c'est simple. On est sûr de se planter en l'écrivant la première fois. C'est une application que vous développez ici à Grenoble, vous êtes basé à Mélan. Une application qui a vocation à lutter contre l'ennemi juré de nos étés, le moustique. Il paraît que c'est la préoccupation numéro 1 des Français en vacances aujourd'hui. Alors, pas qu'en vacances, mais c'est la préoccupation numéro 1 de l'été, effectivement. Il y a une incompréhension assez importante de la population sur ce moustique tigre qui est arrivé à Grenoble il y a uniquement 10 ans et qui n'a pas du tout la même façon de se développer et d'interagir avec nous que les moustiques qu'on connaissait bien depuis des dizaines d'années. Le moustique normal, c'est au pouvoir public effectivement de veiller à lutter contre sa prolifération puisqu'il se développe dans des marais et des zones humides, alors que le moustique tigre, il se développe dans les jardins. Donc, pas du tout la même façon de lutter contre, et les communes se retrouvent bien esselées quand il s'agit de répondre aux réclamations des habitants qui sont très énervés et de trouver des solutions pour limiter la prolifération. Et c'est comme ça qu'on est intervenu, effectivement, alors avec une application pour sensibiliser les habitants, mais surtout avec tout un accompagnement des communes pour qu'elles puissent arriver à animer cette démarche, à mobiliser les habitants et à faire des quartiers sans moustiques, puisque c'est finalement au niveau du quartier qu'on intervient. Le moustique tigre, c'est son seul point faible, il se déplace très peu. Et il tourne autour de son lieu de naissance À peu près à 100 mètres, oui, tout à fait. Ouais, on dit souvent que si vous faites piquer par un moustique tigre, en général, c'est vous qui l'avez fait naître. Donc c'est de votre faute. Alors on essaye de travailler justement sur des discours qui ne soient pas culpabilisateurs. Et nous, notre enjeu surtout, c'est d'impliquer les voisins. Parce qu'en fait, si vous faites bien les bons gestes, mais que vos voisins ne les font pas, ça va avoir aucun impact. Et on crée comme ça des zones sans moustiques en impliquant, en faisant des référents de quartier, des ambassadeurs et des gens qui sont impliqués, qui savent de quoi ils parlent. Parce qu'il y a beaucoup de fake news autour du moustique aussi, beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. Donc. Alors, moi, je me suis penché un peu sur le moustique en général et je me suis rendu compte que c'était considéré comme l'animal le plus dangereux
sur Terre, bien loin des tigres, les vrais, qui font une centaine de victimes par an seulement, j'ai envie de dire, puisque les crocodiles en font 1000. L'homme arrive quand même à en faire 450 000 à travers tous les meurtres perpétrés sur la planète. Mais le moustique, il fait encore mieux. 700 000 à peu près, c'est ce que j'ai trouvé dans le magazine Géo comme estimation. Vous confirmez ? Tout à fait, exactement. Et on dit même que depuis que l'homme existe, la moitié des hommes ont été tués par des moustiques. On est à peu près à 100 milliards d'hommes qui sont nés sur la planète et il y en a 50 milliards qui sont morts par des moustiques. Ça vaut le coup de se protéger. Ça vaut le coup, oui, tout à fait. Et c'est le problème du moustique tigre dans notre contrée. Le moustique commun, on avait réussi à éradiquer les différentes maladies qu'il véhiculait. Et aujourd'hui, il y a des maladies, des arboviroses, la dengue, le chikungunya, le Zika, etc., qui arrivent en métropole. Et on est x10 d'une année sur l'autre. L'augmentation ? En augmentation. Oui, alors j'ai vu aussi qu'il y avait, il faut que je retrouve le chiffre, 110 000 trillions de moustiques à peu près dans le monde. Alors le trillion, je suis comme Valérie, je ne maîtrisais pas bien ce terme. Un trillion, Valérie, c'est 1 milliard de milliards. Donc je vous laisse calculer. 110 000, combien ça peut faire ? Bon, il y en a à profusion, les moustiques, et Olivier le dit, le nombre augmente d'année en année. On peut vraiment éradiquer cette expansion de cette petite... Alors, on ne peut pas éradiquer cette espèce, effectivement. Ce n'est pas comme les loups ou d'autres mammifères où on peut avoir un impact sur le long terme et faire disparaître une espèce. Le moustique, déjà, il y a 3500 espèces de moustiques différentes. Et il a une particularité, c'est qu'il s'adapte très vite. En fait, comme son cycle de reproduction est très rapide, c'est 7 jours, sur un an, vous avez 28 générations de moustiques. Les hommes, c'est 2400 ans pour faire ça. Donc en fait, génétiquement, il progresse très très rapidement, il devient résistant aux insecticides, il évolue en fonction de son environnement, il se spécialise. Et le moustique tigre, par exemple, il s'est spécialisé dans les villes. C'est un moustique urbain et son endroit de prédilection pour se développer, c'est les villes. Et il tient l'hiver aussi avec le froid Et il tient l'hiver à partir du moment où vous avez moins de 30 nuits consécutives à 0 degré. Donc en France, c'est 1300 mètres à peu près ça. Ouais, donc en dessous, on est... En dessous, il reste là l'hiver, l'œuf reste... tranquillement en hiver en diapause, comme on dit. Et au printemps, hop, bonjour. Open bar, il explose et il perturbe beaucoup la vie quotidienne. On parlait des vacances, mais pas seulement. Les gens qui ont un jardin, une terrasse, qui ne veulent plus forcément aller manger dehors le soir. En fait, on a un gros problème d'attractivité territoriale et c'est pour ça que les communes se saisissent de ce sujet, non seulement effectivement touristique, mais également économique. Les terrasses de restaurants, on estime à 10% les pertes de chiffre d'affaires à cause du fait qu'on ne peut plus prolonger un repas sur la terrasse. Le budget des terrasses, des restaurants pour essayer de mettre des pièges, de mettre des tas de trucs repoussants, ça a explosé ces dernières années. Ce soit toujours très efficace. Et avec une efficacité qui reste à prouver. Donc voilà, l'impact économique est très important. Et puis ensuite, l'impact sanitaire, on en a parlé tout à l'heure. Et moi, ce qui me parle, si vous voulez, c'est ce côté espoir. À partir du moment où on n'a plus d'espoir et qu'on décide que le jardin est une terre... on n'y va plus. On n'y va plus. On la laisse aux moustiques. Et du coup, on la laisse aux moustiques et on va encore plus augmenter le nombre de petits gîtes d'eau stagnante qui sont là et ça va se développer encore plus rapidement. Donc, il y a vraiment un travail pour garder l'espoir et pour maintenir la motivation sur le long terme des habitants, parce que c'est eux qui vont pouvoir essayer d'éradiquer et de maintenir cette... Alors, votre application, elle s'adresse justement aux habitants et aux collectivités. C'est une appli qui veut que ce soit le collectif qui se prenne en charge pour lutter contre les moustiques. C'est le collectif qui doit se prendre en charge pour lutter contre les moustiques. C'est vraiment une démarche civique et citoyenne, un peu comme la gestion des poubelles, comme les déchets sauvages, etc. D'ailleurs, il y a des pays qui attribuent des amendes très très salées. Si la police découvre de l'eau stagnante dans votre maison, c'est 3 500 € d'amende à Singapour. C'est la grosse source de prolifération des moustiques, c'est ça, c'est l'eau, le moustique tigre, c'est vraiment de la petite eau qui stagne dans un verre que vous laissez le soir avant de partir en vacances, dans une petite coupelle. On parle souvent des coupelles, mais il y a aussi les gouttières de toit, etc. Il faut vraiment avoir une vigilance importante. Et voilà, des pays font payer des amendes extrêmement importantes. Je ne crois pas que dans notre pays latin, on en arrive là, et j'aimerais pas qu'on en arrive là. Donc, par contre, on a une capacité à s'impliquer. C'est de la conduite du changement, tout simplement. C'est du changement d'habitude. C'est une capacité de s'adresser effectivement aussi à tous les types de populations. On ne donne pas les mêmes messages à quelqu'un qui habite en appartement que quelqu'un qui a un grand jardin, à une personne âgée ou à une mère de famille qui est épouvantée parce que son enfant, son bébé est plein de piqûres.
Voilà, il faut personnaliser les messages, il faut impliquer les gens, il faut leur faire comprendre ce que c'est. Et l'application, c'est tout l'objectif de l'éducation, du passage à l'acte et de la propagation de l'information pour impliquer les autres. Alors, ça s'appelle Zap. Alors, on va afficher le site internet parce qu'il y a effectivement 3 Z, 2 P et un A. Donc, voilà, c'est nouveau. Hein. Vous l'avez développé là, depuis quelques mois. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'on a commencé les premiers prototypes. Aujourd'hui, on accompagne 11 collectivités dans toute la France. Et on a l'ambition, pour l'année prochaine, on a une prévision de 40 collectivités qu'on accompagne. Et vraiment, on les accompagne sur l'ensemble de l'été, même sur l'hiver, hein, parce qu'il y a toute une préparation des jardins au début du printemps qui est stratégique. C'est 3 mois de gagner. Hein. Bon, faut pas rater la fenêtre. Ah, faut pas rater la fenêtre. Hein. Avant qu'ils arrivent, si on nettoie tout, on gagne vraiment beaucoup de temps. Elle est gratuite pour les particuliers, cette application ? Évidemment, elle est gratuite pour les particuliers. Et ben voilà. Même si on arrive à l'automne, je vous incite à aller faire un tour sur cette application. C'est pas terminé, on est quasiment au pic. Hein. Le pic, c'est fin août. Ouais. Mais sur des étés indiens, ça peut durer jusqu'à fin novembre. Hein. Puis avec le réchauffement climatique dans les années qui viennent, hein, on l'avait avec les dessins de Michel pour les stations de ski, on aura peut-être des moustiques pour le réveillon du Nouvel An. J'espère pas. On verra si votre application est efficace, Olivier. Voilà. Bon. C'est les habitants. Oui, nous, c'est un outil qu'on a mis à disposition. Qui doivent si les gens s'en saisissent, en prendre l'utilité. Voilà. On parlait tout à l'heure des victimes des moustiques, des centaines de milliers de morts chaque année. On va rester malheureusement dans la mort. C'est pas très gai, mais ça fait partie de la vie. Avec Valérie Imbert et Rémi Daniello, mandataires en accompagnement successorial. C'est comme ça que vous vous présentez. Et on va découvrir avec vous une nouvelle activité que vous avez créée cette année, une conciergerie successorale. Moi, j'avoue que quand j'ai vu ce nom-là, ça ne va pas évoquer grand-chose comme ça. En quoi ça consiste, Valérie ? Alors, c'est vraiment l'accompagnement pour toutes les formalités dont on est confronté après un décès. Toutes les démarches administratives, que ce sont l'envoi de l'acte de décès aux organismes, le dossier de pension de réversion pour le conjoint survivant, le congé du personnel à domicile, voilà, toutes les démarches qu'on a à faire après un décès et que ce sont les héritiers qui doivent normalement le faire. Et donc on propose de le faire à leur place et de venir chez eux pour rechercher toutes les informations. C'est vrai que quand on est confronté à un décès, Rémi, on n'a forcément pas anticipé justement l'ensemble de ce que ça peut représenter en démarche administrative. Ce n'est pas des choses qu'on a envie forcément d'anticiper. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'évoquer, surtout que c'est encore un sujet tabou. On n'en parle pas forcément en famille. Ça va de mieux en mieux avec les générations qui vont arriver. On en parle de plus en plus. Mais c'est vrai que on n'arrive pas trop à anticiper tout ça. Donc c'est pour ça que nous on propose aussi une solution d'anticipation. Oui, parce qu'on peut se retrouver démuni quand on perd un proche, d'avoir en plus cette masse de choses à régler et sur lesquelles on n'est pas forcément armé. C'est ça, souvent on est perdu parce que on vit une période qui est quand même assez dure, douloureuse, et il faut se mettre à chercher, à fouiller au domicile de ses parents, de son proche, pour rechercher toutes les informations. On ne sait pas exactement ce qu'on doit faire, à qui il faut s'adresser. Donc on est vraiment là pour pouvoir donner aussi bien des conseils, un accompagnement, et de réaliser donc toutes les démarches pour que la solution de la succession se fasse au plus vite. Est-ce que vous gérez aussi la partie numérique, par exemple un compte Facebook d'une personne décédée, d'aller le fermer, d'aller rechercher des informations sur... Aujourd'hui, tout est numérisé avec des comptes, des codes, etc. C'est pas forcément évident de régler tout ça. Alors oui, on le fait, on propose également ce service. Alors c'est vrai que en général, ça c'est quelque chose qui va se voir un peu plus tard, parce que là, on est encore sur une génération qui n'a pas encore trop... investi dans les réseaux sociaux. Voilà. Mais c'est effectivement, oui, ça fait partie des services. Rémi, la période de succession en France, elle est bornée. Hein. On a 6 mois, pas plus, pour tout régler. C'est 6 mois la plupart du temps. De toute façon... Il faut payer les droits au bout de 6 mois, quand on passe à partir du moment du décès, hein, c'est ça, hein, Valérie ? Tout à fait, le droit de succession, la fiscalité
sur le patrimoine, c'est dans les 6 mois du décès. Vous gérez aussi ça, toute la partie succession Ça, c'est avec le métier du notaire. Voilà, j'allais dire, Voilà. vous gardez chacun vos prérogatives, c'est ça? Oui, bien sûr. Vraiment, l'idée, c'est moi, j'ai travaillé dans le notariat pendant 20 ans et j'étais spécialisée justement en droit des successions et j'ai vraiment vu les familles qui étaient perdues face à toutes ces démarches administratives qu'ils ne pensaient pas qu'ils avaient à faire eux-mêmes, en fait. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir combler ce vide, proposer un service qui n'existait pas, mais ne pas prendre le métier des autres. On peut être sanctionné si on ne fait pas toutes ces démarches. Je pense par exemple à un conjoint qui décède, dont la retraite continue à être versée alors qu'il est mort, parce qu'on a oublié, entre guillemets, de prévenir l'organisme. Il y a une restitution en fait, des pensions, du trop perçu de pension, qui sera fait automatiquement. Mais si on ne les prévient jamais? Alors, ils le sont automatiquement. Hein. Au bout d'un moment, ils le sont D'accord. automatiquement. C'est-à-dire que par l'acte de décès, aujourd'hui en France, il y a une transmission à toutes les caisses de retraite. Mais comme le délai est assez long, pour éviter justement avoir à restituer les pensions, il faut mieux envoyer l'acte de décès à tous ces services. Rémi, vous gérez aussi les obsèques, l'organisation des enterrements? Non, on va pas jusqu'à là. Comme pour les notaires, on pique pas le travail des pompes funèbres non plus. C'est eux qui sont spécialisés là-dedans. Nous, on prend en charge juste après les obsèques, dans tout ce qui est toutes les démarches, dans tout ce qui est démarche des biens, gestion des biens successoraux, et puis. Mais c'est vrai qu'on propose par contre un service d'anticipation, c'est-à-dire qu'effectivement, de son vivant, de pouvoir un peu prémunir en fait justement ces enfants qui n'aient pas à savoir ce problème de rechercher les informations, que de son vivant, eh bien, on trie, on référencie toutes les données, tous les accès numériques, etc. justement, parce que aujourd'hui, les caisses de retraite, les banques, souvent, on a des applications. Hein, Ouais. et donc, il faut avoir les codes. Exactement, c'est ça. Les Quoi, je pensais quand je identifiants, parlais les de codes. tout l'environnement numérique, Voilà. c'est tous ces codes qu'on connaît, mais que C'est ça. même son conjoint ne connaît pas forcément. Exactement. Donc on propose, voilà, donc il y a différentes solutions. Hein. On s'adapte à nos clients. Soit on part sur un testament numérique, hein, donc un coffre-fort numérique également. Soit on va partir sur une solution plus traditionnelle, le papier, le petit classeur, avec toutes les informations qui sont collectées. Et du coup, à ce moment-là, on va conseiller également sur les dispositions funéraires pour éviter que les enfants aient aussi à se poser la question du choix des obsèques. Alors c'est une première en Isère, il n'y avait pas de service similaire à ça, Rémi? Pas en Isère. On retrouve des solutions comme la nôtre, mais tout en démat. Une société sur Lyon et sur Paris le font, mais que en dématérialisation. Nous, notre objectif, c'est vraiment de se présenter au domicile des proches du défunt, pour vraiment les accompagner et vraiment retourner dans ce côté humain que moi je trouve, que nous on trouve qu'on est en train de perdre de plus en plus. Bon, comme j'étais dans les stats sur les morts là, depuis le début de l'émission avec les moustiques, j'ai regardé, il y a à peu près 10 000 décès en Isère, donc ça vous laisse un potentiel, entre guillemets, assez important pour développer votre activité. Ça s'appelle CAP Conciergerie, c'est ça? J'en perds mon oreillette. CAP, on va dire CAP, oui. Ouais. Le CAP, pourquoi? Parce que donc confort administratif posthume, c'était notre objectif, et le côté de pouvoir garder le cap, voilà, garder un côté un peu plus positif. Et puis je crois que vous le développez aussi dans ces démarches administratives pour l'admission en maison de retraite, hein, qui Oui. peut aussi parfois Oui, tout à fait, être parce qu'on compliqué à gérer pour les proches. Exactement, c'est ça. On propose également un peu de dépendance, des services par rapport à la question de la dépendance, donc soit le départ du domicile pour la maison de retraite, où finalement on a un certain nombre de démarches administratives également à faire, et puis également par rapport à la vulnérabilité du parent, donc un accompagnement pour la mise sous un régime de protection, qu'il soit judiciaire ou familial. J'ai l'impression que votre sujet a inspiré Michel Cambon. Je vais en prendre un, Michel, de dessin, celui-là, puis on va regarder les autres aussi. Ah, il y a des moustiques aussi. Il y a les moustiques Alors, aussi. Oui. Ça, Zienne, ça oui, effectivement, on peut pas dire autre chose. Ah ben ça, il a rebondi sur mes stats. Le serial killer, il est là. Hein, c'est pas les narcotrafiquants, c'est le moustique qui fait le plus de victimes, voilà, dans le monde. Celui-là, eh oui, c'est vrai qu'il aime embêter le monde. En tout cas, le moustique. Hein.
il est réussi avec brio. 4 dessins en 20 minutes, je comprends comment les 20 000 sont passés au cours de la carrière. Alors celui-là, j'ai pas eu le temps de le dire. Ouf, j'échappe à faire de la paperasse. Effectivement, celui qui est le lui, il n'est pas du tout concerné par votre service. Il est, on va dire, dans d'autres... Exactement. D'où l'anticipation. Dans d'autres cieux, d'où l'anticipation. Allez, nous, on arrive à la fin de cette émission. On va anticiper une dernière fois avec un tour de table pour vos bons plans. Ça nous permet de finir sur une note un peu plus légère, puisque j'ai demandé aux invités de choisir chacun un petit bon plan. Et c'est Michel qui a décidé de nous emmener au musée de Grenoble. J'ai hésité, parce que finalement, le cimetière, c'est pas mal. On ne l'a jamais fait, celui-là. Non, mais très sérieusement, par exemple, le grand cimetière de Saint-Roch est très chouette. Il y a des beaux monuments, il y a des gisants et tout. C'est assez spectaculaire. Alors, pour que ce soit plus gai, je vous emmènerai bien volontiers au musée de Grenoble. En plus, l'entrée maintenant est gratuite depuis quelques mois, donc on peut s'y balader et découvrir à la fois le bâtiment qui est assez beau et puis de très belles choses qui sont accrochées ou exposées. Ils n'ont pas encore vos dessins au musée de Grenoble ? Non, c'est pas c'est pas fait pour ça. C'est fait plus pour la peinture plus traditionnelle, on va dire. Oui, et puis des choses plus belles, quoi. Un dessin d'humour, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau à voir, quoi. C'est plus fait pour rire, pour sourire, pour amuser, pour déclencher quelque chose qu'un tableau qui est là pour être admiré, quoi. Voilà. Bon, musée de Grenoble, effectivement gratuit depuis l'année 2024, avec les bleus de Miro qui sont normalement encore visibles. L'expo Miro est partie, mais le musée a conservé pour quelque temps ces grands tableaux du célèbre peintre Ne serait-ce Miro. que rien que pour ça, ça vaut le coup, hein, d'aller visiter, faire un petit tour au musée. On passe à une activité plus sportive avec le bon plan d'Olivier Althusser sur 2 roues. Sur 2 roues, et j'ai rebondi sur les Jeux Olympiques de cet été et ce magnifique triplé en BMX. Et du coup, pour dire à nos spectateurs, à nos auditeurs qu'il y a 3 pistes de BMX sur la région grenobloise et que je les invite à aller regarder ça, parce que c'est un sport qu'on peut faire en famille dès 4 ans pour les enfants. Moi-même, j'ai été heureux de rouler à côté de mes enfants avant qu'ils me dépassent assez rapidement, malheureusement. Mais voilà, c'est donc... Là, on voit des images de la piste la plus longue du monde, qui est chez nous, à Voiron. Qui est à Voiron, tout à fait, qui est assez récente, qui date de 2021 et qui est gérée par une association, par un club. Et plus proche d'ici, on a la piste de Mélan également, qui est ouverte au public. Donc, allez avec vos enfants faire des tours de roue. C'est super sportif, c'est technique. C'est assez agréable, voilà. C'est ma proposition de sortie. BMX. Bon, j'imagine des 3 médailles des Français aux Jeux Olympiques, les inscriptions ont dû peut-être un peu gonfler en cette bien. Rentrée. Donc, allez, on termine avec encore un peu de sport en me tournant vers Rémi Valéry. Je crois que c'est plutôt Rémi qui pratique le paddle. Peut-être expliquer ce que c'est que le paddle. BMX, maintenant on connaît, on a vu les exploits français au JO. Le paddle n'est pas encore olympique. Le paddle n'est pas encore olympique, malheureusement. Donc c'est un dérivé entre le tennis, le squash, qui se joue à 2 contre 2 sur un terrain vitré et grillagé. C'est assez ludique, c'est ouvert à tous, tout le monde se régale, c'est assez convivial. Et donc je pratique tout ça à Foot Time à Échirolles. Oui, il y a plusieurs terrains maintenant sur l'agglo, mais vous avez un petit coup de cœur pour Foot Time, qui est un lieu de multi-pratique. On fait du paddle, mais pas seulement. On fait du foot, du soccer, du badminton. Et puis c'est un lieu assez convivial où il y a une belle équipe de jeunes gens qui sont entourés par Pierre-Antoine et Arnaud, que je salue d'ailleurs, qui ont rendu ce lieu depuis 10 ans génial. Valérie, paddle aussi, non ? Non, merci, sans façon. Plutôt, il y a une petite terrasse sympa là. Exactement. Foot Time, voilà, la terrasse de Foot Time me va très bien. Garantie sans moustique. Exactement. Bon, voilà pour le dernier bon plan de ce soir. Et je confirme, moi, je ne suis pas sur le paddle, mais je suis sur le terrain de foot qu'on a vu une fois par semaine. Et c'est très sympa comme lieu.
Merci à tous les 4 d'être venus. Merci à Michel, 4 dessins en 20 minutes, oui. Un beau record. Je les garde, ceux-là. Je vais faire les championnats du monde de dessin. Ah ouais, ça peut être une discipline à lancer. Voilà, nous on se retrouve très vite pour d'autres invités, d'autres aventures. Et puis vous pourrez retrouver toutes nos émissions en ligne sur télégrenoble.net. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.